Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires Paris. Comme tous les derniers vendredis du mois, je suis Lo et je vais co-animer cette émission avec Lisa. Bonsoir. Avant de commencer, on voulait faire un point sur l'actualité du jour. Donc aujourd'hui, 24 juin 2022, près d'un demi-siècle après la légalisation de l'avortement aux États-Unis, la Cour suprême vient de déconstitutionnaliser le droit à l'IVG en révoquant l'arrêt Roe vs Wade. Il incombe désormais aux États de légiférer de façon indépendante sur la question. On estime que dans les prochaines semaines, le droit à l'IVG serait susceptible d'être supprimé dans 26 États. Cela concerne environ 36 millions de femmes et de personnes en capacité de porter un enfant. Le Missouri a d'ores et déjà annoncé l'entrée en vigueur de sa nouvelle loi qui interdit l'IVG. Cela montre qu'au sein de ce système, nos droits ne seront jamais garantis et ils seront toujours mis en péril par les attaques de la bourgeoisie conservatrice, comme c'est le cas aujourd'hui. Après l'avortement, la Cour suprême prévoit de s'attaquer à la contraception, à l'homosexualité et au mariage pour tous. Dans ce système, notre reproduction est un facteur de profit pour élever des enfants, aller au travail et garantir toujours plus d'accumulation capitaliste. Nos luttes sont liées, que ce soit pour les droits LGBT ou pour les droits reproductifs et contraceptifs. On doit s'opposer à ce système capitaliste, patriarcal et raciste. Interdire l'avortement, c'est en réalité interdire les avortements dans de bonnes conditions. On estime que toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin. Revenir sur ce droit, c'est mettre des millions de vies en danger, et surtout celles des personnes les plus pauvres. Mais comme on a pu le voir en Argentine, au Chili, au Gabon, la lutte paie. Nos droits peuvent s'arracher. On appelle tout le monde à rejoindre les rassemblements qui auront lieu dans les jours qui viennent et à rejoindre des collectifs féministes près de chez vous pour se battre pour la fin d'un système patriarcal et capitaliste au sein duquel nos droits seront toujours remis en question. Voilà, donc nous sommes les féministes révolutionnaires, donc un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleurs et travailleuses et plus largement toutes les luttes qui participent à construire une société plus juste. Et ce soir, on fait une émission donc sur les luttes dans les milieux LGBT avec la marche des fiertés qui aura lieu demain. Et on a le plaisir d'accueillir donc Billy du Stras. Bonsoir. Et Tiffaine du NPA LGBTI. Bonsoir. Et je vais laisser la parole à Lisa pour introduire un peu le thème de ce soir. Merci. Alors, on l'a vu avec la crise sanitaire et l'épidémie de Covid-19. Toute une partie du mouvement LGBT militant est rentrée dans une phase un petit peu d'hibernation. Les lieux de convivialité dans lesquels on avait l'habitude de se retrouver pour échanger, pour discuter et pour s'organiser, ils ont fermé pendant de longs mois. Le repli sur la sphère domestique, ça a été pour beaucoup de LGBT, et en particulier les personnes jeunes, synonyme d'un rebond dans les violences, notamment intrafamiliales, comme en témoigne la hausse des signalements de violences à caractère LGBT-phobe enregistrés chaque année. Le confinement, le développement du télétravail, la fermeture des établissements scolaires et de culture, tout ça, ça a eu un impact lourd sur nos communautés. Car si l'isolement social, il est dur à vivre pour tout le monde, il est vécu de façon d'autant plus violente pour les LGBT. Et pour des informations plus détaillées sur tous ces aspects que je viens d'évoquer, je vous renvoie au rapport annuel publié par l'association SOS Homophobie, rapport publié chaque année au mois de mai à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Aujourd'hui, avec l'assouplissement critiquable des mesures de protection sanitaire, la vie communautaire LGBT, elle reprend tant bien que mal son cours et avec elle, notre mouvement relance ses initiatives politiques. Et pendant ce mois de juin, le mois des fiertés, il y en a eu 3 des initiatives politiques. La première, c'était la Pride des banlieues, une manifestation qui a eu lieu le 4 juin à Saint-Denis pour faire exister une marche des fiertés en dehors des limites du périph' et montrer que les personnes LGBT vivent et s'organisent aussi dans les quartiers populaires. La deuxième initiative, c'était la Pride radicale qui s'est déroulée à Paris dimanche dernier, le 19 juin. Et enfin, la troisième initiative, c'est celle qui aura lieu demain, le 25 juin, la marche des fiertés de Paris au départ du métro Michel Bizot à 14h. Cette manifestation, elle est organisée par l'Inter-LGBT, qu'on appelle communément dans le milieu entre nous l'Inter. Et l'Inter, c'est quoi ? Eh bien, à la base, c'est un réseau d'associations LGBT structuré au niveau national, fondé dans les années 90 et qui compte aujourd'hui plusieurs centaines d'associations membres.
Autre élément important, l'Inter est souvent considérée comme l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics sur les questions LGBT. Et on lui reproche parfois, dans les milieux LGBT plus radicaux, entre guillemets, de chercher un petit peu trop à servir de médiation entre nos communautés, entre l'État et ses institutions. Dans la marche des fiertés de demain, il y aura un cortège politique, un cortège combatif. C'est le pôle des luttes de la marche des fiertés dont nous allons parler ce soir. Faire un cortège résolument militant, critique de la politique du gouvernement, anticapitaliste, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est même plutôt l'inverse. C'est renouer avec les origines du mouvement LGBT militant qui, dans ses premiers balbutiements au cours des années 70, était particulièrement contestataire. On se souvient notamment du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui affirmait en 1971, je cite, « La seule position politique possible est une position révolutionnaire ». Fin de citation. Et plus récemment, pour citer des initiatives auxquelles les féministes révolutionnaires ont pu participer, on se souvient du pôle radical à la marche des fiertés de juin 2016, à la fin du mouvement contre la loi travail. On se souvient des marches de 2018 et de 2019, où des cortèges appelés par diverses associations et divers collectifs LGBT, antiracistes et anticapitalistes, avaient pris la tête de la marche des fiertés dans une volonté de repolitiser la Pride. À un moment où la marchandisation de la marche devenait insupportable avec la multiplication des chars de boîtes de nuit, des chars des offices de tourisme des capitales européennes, voire des chars de grandes entreprises multinationales. On se souvient aussi des différentes prides de nuit qui avaient eu lieu à la même période. On se souvient encore d'actions contre certains chars à l'intérieur de la marche des fiertés dont la présence était jugée indésirable. En 2017, une action contre le char du Flag, le Flag qui est une association de policiers, de gendarmes et de militaires LGBT, dont on va peut-être reparler plus tard avec nos invités. Et en 2019, une action contre le char de Air France, dans un contexte où il était reproché à la compagnie aérienne, après le vote de la loi Collomb, de participer à l'expulsion de demandeurs et demandeuses d'asile LGBT ou non vers leur pays d'origine, où elles et ils risquaient la mort. Ainsi, le projet du pôle des luttes, qui a été déjà présent à la marche des fiertés de l'an dernier et qui se reformera à nouveau demain, s'inscrit dans une certaine continuité politique, anticapitaliste, antiraciste et de contestation de la politique du gouvernement. Parmi les groupes qui défileront à l'intérieur de ce pôle demain, on peut citer l'association lesbienne, bi et trans FIER, le STRAS, le syndicat du travail du sexe, ainsi que la commission LGBTI du NPA, et les féministes révolutionnaires, nous. Mais pour présenter plus précisément le pôle des luttes et des différentes organisations qui le composent, je vais laisser la parole à nos invités, Billy et Tiffaine. Et ma première question, ce sera du coup, est-ce que vous pouvez présenter le pôle, pourquoi ce pôle s'est créé, quel est son but, et si vous voulez, en quelques mots, donner plus d'informations sur vos organisations respectives. Du coup, je vais commencer. Donc, Tiffaine du NPA LGBTI. En fait, le pôle des luttes, on l'a créé l'année dernière. C'était important pour nous de proposer un cortège unitaire parce que, en fait, la Pride un peu, mais comme tu l'as rappelé, Lisa, elle a pris une tournure marchande, mais pas que. Il y a aussi des cortèges contre lesquels nous on est contre leur présence. C'est le cas du cortège de policiers, militaires, gendarmes. C'est aussi le cas de certains cortèges de droite, de partis politiques de droite. Et donc en fait, pour nous, le fait d'aller dans cette Pride-là, c'est déjà d'affirmer une présence politique de gauche, anticapitaliste, révolutionnaire. Et puis c'est aussi de montrer qu'en fait, on peut faire un cadre unitaire qui soit aussi ne pas être comme tous ces cortèges-là qui en fait sortent une fois par an à la Pride pour démontrer on ne sait pas trop quoi d'ailleurs à part sortir des drapeaux LGBT, mais montrer qu'en fait on peut ensemble construire quelque chose et proposer autre chose aux gens qui vont aller à cette marche-là pour ne pas laisser justement trop de place parce qu'évidemment on souhaiterait qu'ils en aient pas mais malheureusement ils en prennent et donc pour faire en sorte qu'ils en aient le moins possible, c'est en tout cas le but de ce cadre unitaire-là. Alors, pour rejoindre complètement ce que tu dis, bonsoir, du coup c'est Billy du STRAS. En fait, effectivement, par exemple, pour parler de la position des travailleurs et travailleuses du sexe qui sont après représentés par le STRAS ou pas, effectivement, dans ce genre de marche, pardon, j'ai mon ex qui m'appelle en ce moment en direct, pardon. Pour justement lorsqu'il s'agit de représentation des travailleurs du sexe, dans ce genre de marche, il est évident que
organisations, enfin les collectifs qui se mettent en place comme le pôle des luttes et pôles radicaux et tout, sont les organes dans lesquels, enfin les collectifs, les mouvements dans lesquels les travailleurs du sexe se sentent évidemment le plus à l'aise et plus pertinents. Je pense que c'est pas forcément très utile de rappeler à quel point les travailleurs du sexe ont été une force déterminante politique aux origines de ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la marche des fiertés, que ce soit par Stonewall, effectivement, c'est beaucoup de travailleurs du sexe qui étaient montés du coup affronter les policiers. Tout, donc les travailleurs du sexe ont toujours fait une partie intégrante en fait de la représentation de nos droits, de la représentation de nos fiertés et de la lutte de nos luttes. Pardon. L'appel de l'ex, ça m'a déboussolé, désolé. Arrêtez de vous marrer, je vous vois. Et du coup, oui, effectivement, dans le sein du pôle des luttes, comme tu l'as super bien dit, Tiffaine, l'idée, c'est justement de se réapproprier un espace qui, effectivement, est marchandisé en permanence. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a la présence du flag qui est évidemment complètement contestable. Il y a la présence de chars économiques qui n'ont absolument rien à foutre là. Et c'est intéressant de remarquer que ces chars qui affluent de plus en plus avec les années qui passent, nous, on conteste leur présence et c'est essentiel, mais majoritairement, de la part de la majorité des participants, ils ne sont pas contestés. Tandis que la présence des travailleurs du sexe a toujours été contestée. C'est très très récent, et c'est en grande partie grâce à des travaux tels qu'aux organisations, c'est très récent que les travailleurs du sexe on puisse défiler à la marche des fiertés, ou à la Radicale, ou à la Pride des banlieues en tant que travailleurs du sexe. Du coup, c'est des questions à se poser. Pourquoi est-ce que nous, les travailleurs du sexe, qui avons toujours fait partie de cette force politique queer révolutionnaire, nous avons été exclus pendant des années de ce genre de marche, et pourquoi est-ce que ce n'est que tardivement et très récemment que l'on arrive à participer. Du coup, là, il y a une pertinence, effectivement, le travailleur du sexe, on se reconnaît, les travailleurs du sexe, Stras, d'autres collectifs, beaucoup plus dans les dynamiques, effectivement, mises en place par le pôle des luttes. Vraiment, cette idée de se réapproprier l'espace, de monter notre côté révolutionnaire et arrêter d'acheter des paillettes L'Oréal et de les faire nous-mêmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan du quinquennat écoulé en mémoire de lutte, en fait, pour les droits LGBTI ? Alors, oui, pardon. Alors, par exemple, pour les droits LGBTI, je pense que vous êtes tous aussi pertinents, voire beaucoup plus que moi sur la question, parce qu'évidemment, faut voir que des hétérostras, personnellement, je connais peut-être un qui se cache de temps en temps en réunion, qui est quand même avec 2-3 paillettes sous les yeux pour montrer que quand même il est des nôtres. Donc le stras, c'est majoritairement queer, LGBT. Ça, c'est complètement acquis, tout ça. Mais pour représenter justement ce qui a été fait d'un point de vue gouvernemental lors du dernier quinquennat, on s'en souvient lorsque vous avez évoqué tout à l'heure le Covid, justement, le Covid et justement le retrait forcé en ménage chez les queers. Il faut réaliser que beaucoup de queers effectivement sont travailleurs du sexe, et non seulement que l'accès au boulot a été complètement limité. Alors sauf pour les collègues cam girl, cam boy, et pour une fois qu'elles prennent pas tarif dans le boulot, au moins ça c'était salutaire. Mais du coup l'accès au boulot était complètement délirante, voire carrément inaccessible. Mais lorsqu'il a été demandé de la part du STRAS et d'autres collectifs de travailleurs du sexe auprès de Marianne Schiappa de débloquer des fonds d'urgence pour les travailleurs du sexe, il nous a été répondu que c'était extrêmement compliqué de débloquer ces fonds d'urgence. Donc quand on voit à travers le Covid, les travailleurs du sexe ont été les premiers à en pâtir. Du coup, c'est la communauté en autogestion, que ce soit par exemple avec la mutinerie, avec CPTST, qui a mis en place des pots communs de la distribution de produits hygiéniques de premier usage et tout ça. C'est l'autogestion en fait communautaire qui nous a permis aux travailleurs du sexe de survivre, sachant que beaucoup en fait n'ont pas survécu, poussés à la dépression, au suicide, à cause déjà de la putophobie, mais la transphobie habituelle auquel on est tous malheureusement tristement habitués en ce moment. Il y a eu ça, il y a eu Hidalgo qui continue, encore et toujours qui a continué durant le précédent quinquennat à racketter en fait travailleurs du sexe en faisant par exemple des arrêtés municipaux ou en retirant les camionnettes de boulot, par exemple des collègues du bois. Le problème c'est qu'elles bossent en camionnette. Du coup, pour récupérer la camionnette qui a la fourrière, faut payer une amende. Pour payer l'amende, faut bosser. Évidemment, c'était Hidalgo qui lançait ces directives-là. Donc, le président quinquennat, par exemple, pour ce qui concerne le travail du sexe spécifiquement, c'était encore une fois genre une répression, une violence, que ce soit sanitaire ou économique ou sociale, extrêmement brutale et violente, qui va complètement dans la continuité de ce qui avait été fait dans le quinquennat précédent, avec la loi 2016 de pénalisation des clients. Oui, alors moi, ce que je peux rajouter à ça, pour pas redire des choses et pour que ce soit complémentaire, c'est que déjà, sans surprise, ce qu'on peut dire du quinquennat, c'est que c'est un quinquennat qui a précarisé la société. Et où sont les LGBTI ? Déjà, ils sont dans la société. Donc en fait, ils ont été précarisés. Par ailleurs, c'est une population. Nous, on est une population qui est en fait déjà de base très précarisée. Les PD, ils ont 2 fois plus de risques d'être au chômage. Les personnes trans également sans travail. On est virés de nos familles. Les lesbiennes ont des revenus moins importants, donc des retraites moins importantes, donc des chômages moins importants. Donc en fait,
on est de base une population qui est particulièrement touchée par la précarité, et dans un contexte d'austérité et de gouvernement qui casse les services publics, en fait on est parmi les premières et les premiers touchés. Donc si on peut faire un bilan, c'est qu'en fait nous, ce qu'on a à en dire, c'est que on a été particulièrement touché par la casse des conquis sociaux, et qu'en fait ce gouvernement, il peut faire autant de passages piétons arc-en-ciel qu'il veut, en fait il détruit juste nos vies, quoi. Donc après il peut se décorer du drapeau LGBT autant qu'il le souhaite, mais ça change rien au fait que il renvoie les migrantes et les migrants dans leur pays, il nous précarise et juste il détruit nos vies. Un gouvernement qui nous explique qu'il n'y a pas d'argent magique, mais qui pendant ce temps continue de distribuer des aides aux patrons. On rappelle Bernard Arnault, plus 70 milliards d'euros de fortune personnelle en 2021. Et qu'est-ce qu'on pense de la loi pour la PMA qui est passée l'an dernier ? Je sais pas si tu veux... Vas-y, Tiffaine. Bon, alors déjà, c'est une bonne façon d'instrumentaliser nos luttes et de se faire passer pour notre allié. Alors que, déjà, on va rappeler que, cette PMA, c'est pas vraiment la PMA qu'on souhaitait, mais d'abord, là, c'est pas le gouvernement qui nous l'a donnée, cette PMA. Cette PMA, on l'a arrachée au gouvernement, on est allé dans la rue la réclamer. Donc on peut pas vraiment dire que c'est le gouvernement qui nous l'a accordé, sinon ça aurait été fait depuis bien longtemps. Cette PMA, c'était une promesse, ça faisait 12 ans déjà que c'était une promesse, donc en fait il faut arrêter de dire que, le gouvernement, il faut qu'il arrête de dire qu'il nous l'a donné, d'autant que cette PMA elle est en partie ouverte, mais comme on est dans un contexte de gouvernement qui casse les conquis sociaux, ça fait que finalement on a un hôpital qui n'est pas en capacité d'accueillir les gamètes des donneurs pour l'accès à la PMA. Donc en fait cette PMA, elle n'est pas réellement accessible, elle est fermée aux personnes trans, il n'y a pas la ROPA qui permet donc le don de gamètes entre conjointes, et puis l'hôpital, au-delà du fait qu'il ne peut pas recevoir les dons, il ne peut pas non plus recevoir il peut recevoir personne. Il y a des listes d'attente qui sont énormes, et puis on n'a toujours pas l'arrêt des mutilations sur les enfants intersexes, donc voilà. Du coup, Tiffaine, t'as absolument tout dit, et c'est difficile de compléter ça parce que t'es tellement complet et tout. Et ça, je trouve que là, tu as d'autant plus raison, c'est de rappeler à quel point ça nous a pas été donné. Genre, c'est des décennies de lutte acharnée qui font qu'on arrivait à un très maigre résultat qui est complètement insatisfaisant de base, et qu'effectivement, c'est du pinkwashing à l'état pur. C'est une instrumentalisation qui est faite de nos luttes et de nos vies et de nos corps et de nos choix sentimentaux et de possibilité d'avoir des enfants. Personnellement, je suis plutôt branchée chihuahua que enfant, mais je respecte clairement le droit à avoir des enfants. Mais effectivement, c'est comme d'habitude, on est face à des institutions qui piétinent, qui ne reconnaissent pas les luttes, qui justement vont tendance à donner une image médiatique de nos luttes complètement dévalorisante pour finalement après instrumentaliser nos résultats et faire comme si ça venait d'eux. Et toujours d'autant gerbant. Oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est arrivée en fin de quinquennat. Comme par hasard. Voilà. Comme la loi sur les thérapies de conversion. Exactement. On peut rapprocher ça aussi, puisque c'est d'actualité, de l'accès à l'IVG, en fait, qui donc les délais ont été allongés récemment en France, mais en fait l'accès effectif à l'IVG, il est de plus en plus compliqué parce que les centres ferment, l'hôpital est en pleine crise, et que en fait c'est bien beau d'avoir des droits sur le papier, mais s'il n'est accessible nulle part, en fait de fait il n'existe pas. Oui, c'est ça, donner les droits c'est bien, mais donner l'accès c'est mieux, quoi. On va exactement. Et du coup sur ce, on va faire une première petite pause musicale avec Homo Oui de Aloïs Sauvage, et on reprend juste après. Qui est cette barge trafiquée dans son regard, sa fille anormale et sa fille au doigt défigurée là. Qui est ce bâtard tendant vers la borderline du ranisme? Pour nous c'est non merci. Oh oui, oh la troisième bandit, t'es super beau, vas-y. Oh oui, les horizons ternis, pour nous c'est non merci. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi. C'était Homo Oui de Aloïs Sauvage, et vous êtes avec les féministes révolutionnaires Paris. Ce soir on parle du pôle des luttes, et on reçoit Billy du STRAS et Tiffaine du NPA LGBTI. Et donc pour continuer sur notre discussion, on discutait un petit peu du bilan du quinquennat en matière de droits LGBT. Dans cette situation, le pôle des luttes de la Marche des Fiertés développe une certaine stratégie. C'est quoi, du coup, la stratégie du pôle des luttes, et comment elle se distingue de celle de l'inter-LGBT ?
Tout d'abord, c'est une stratégie d'unité. Ça, je pense que c'est quand même le point le plus important, c'est de montrer, mais un peu comme ce que on disait au départ, qu'en fait on peut construire un cadre unitaire qui crée un rapport de force face à des chars comme les chars du gouvernement actuel. On a appris là aujourd'hui qu'il y aurait un char de En Marche. Voilà, évidemment qu'on est contre et on va pas simplement aller à la marche nous en tant que, alors nous par exemple pour le NPA en tant que parti, mais c'est important pour nous de créer un rapport de force en montrant que on est un tas de LGBTI, d'organisations à être contre et à contester le fait qu'il y ait le Flag, En Marche, Air France, d'autres chats, Mastercard, etc. Et que en fait, je m'arrêterai là, mais en gros, montrer une rupture avec des politiques néolibérales et réactionnaires en montrant un réel rapport de force. Du coup, déjà, je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour une fois, en fait, je suis tellement contente que pour une fois, on en soit au stade de... Clairement, on n'a pas envie des flics, on n'a pas envie des macronistes, plutôt que, vous les putes, mais qui sont foutés parmi nous, mais dégagés, bande de vendus au patriarcat. Du coup, c'est juste tellement... Il y a vraiment une rupture sociale, une rupture politique, voir que justement, pour une fois où il y a un rejet, une contestation de présence de collectif, c'est justement parce que c'est des keufs, parce que c'est des macronistes, parce que ce sont des personnes qui continuent de réprimer régulièrement nos existences en tant que LGBT, en tant que travailleurs du sexe, en tant que personnes précarisées, personnes ouvrières et tout. Donc ça, c'est quand même une vraie... C'est une rupture sociale qui est énorme, que pour une fois, ça pas la présence des travailleurs, travailleuses du sexe qui soit contestée. Et tout à l'heure, tu parlais justement de mouvements unitaires. Là, à nouveau, le pôle des luttes fait partie de ces nouveaux collectifs qu'on n'avait pas forcément vus il y a 10 ans, en fait. Pendant des années, il y a eu plein de tentatives de collectifs queer, de collectifs LGBT, de collectifs féministes, qui ont proposé aux travailleurs du sexe d'en faire partie. Travailleurs du sexe, en plus, en tant que personne queer, en tant que gonzesse, en tant que personne intersexe, en tant que personne non-binaire. Et pendant des années, c'est 10 ans, 20 ans qu'on nous propose régulièrement d'en faire partie, et qu'en vérité, lorsqu'on se pointe, on est subi des discours abolitionnistes très forts, et lorsqu'on dit ouais mais là ça me fait un peu chier que même les mecs fait écrit prostitution, galop, viol tarifé, on nous explique que oui mais attends, faut mettre quand même ça de côté, on va pas niquer l'unité du mouvement, soyons unitaires, soyons vraiment solidaires avec les autres, mais comment être unitaire avec des personnes dont l'opinion politique, le but politique, c'est justement votre alignation sociale, politique et sanitaire en permanence. Du coup, maintenant c'est un truc qui est encore une fois très nouveau, c'est super important. Et ça m'arrache la gueule de le dire, ça me donne envie de pleurer. Mais c'est essentiel de souligner que c'est très récent. Des initiatives comme le pôle des luttes, comme aussi la coordination féministe, comme beaucoup d'autres organes comme ça qui commencent de plus en plus à émerger, ils sont récents et ils sont précieux. Et quelques années, ça n'aurait jamais existé en fait. Des collectifs qui à ce point soutiennent du coup toute forme de queerness, toute forme de classe sociale. Sauf les macronistes, on va pas déconner, parce que même il y a des limites. J'en ai voir d'esprit, mais bon, on va pas déconner non plus. Mais surtout les travailleurs du sexe, c'est rare et c'est inédit. Donc vraiment, le terme d'unité, il est précieux. Et il n'est pas à mettre dans n'importe quelle bouche. Dans le sein de pôle des luttes, il y a une vraie pertinence. Il y a une vraie unité. Tandis que pendant des années, encore une fois, les travailleurs du sexe, on nous a demandé de vraiment ravaler des vipères en permanence, de manifester du soutien, de travailler politiquement avec d'autres collectifs, pour qu'en fait, finalement, on nous explique, oui, mais attends, t'as mangé à côté du Nabolo. Oui, mais bon, faut dépasser quand même les différences politiques, ce qui est juste impossible. Donc ça, il faut effectivement souligner la pertinence politique du pôle des luttes. Oui, alors là où moi je suis très d'accord, je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est que tu as parlé de l'émergence du pôle des luttes, et en fait c'est vrai qu'il y a une émergence par ailleurs de plein de collectifs ces dernières années. L'intersectionnalité, c'est magnifique. Voilà, et en fait le but du pôle des luttes, mais c'est vraiment de réunir tout un tas de collectifs qui se reconnaissent dans des revendications anticapitalistes et contre le gouvernement actuel en particulier, et pour lutter en fait plus largement par ailleurs après en fait les marches de fierté, et de créer un réel cadre unitaire qui puisse perdurer dans la durée et réunir évidemment que là on est peu en fait, mais le but c'est de pouvoir agglomérer tout un tas d'autres organisations et collectifs pour pouvoir continuer en AG ou en réunion et dans d'autres types de manifestations, de pouvoir continuer justement de construire ce rapport de force et de réfléchir ensemble à la société qu'on souhaite construire.
Ok, super. Juste pour finir sur ça, parce que je vous ai posé la question, mais j'avais un petit élément de réponse qui est assez rigolo et que je voulais partager avec vous. Nous, juste après l'élection de Macron en 2017, il y a eu des dialogues qui sont ouverts sur qu'est-ce qu'on fait pour conquérir le droit à la PMA. Et on s'était retrouvés dans des réunions unitaires, et notamment il y avait l'Inter qui venait parler avec nous. Et donc, aux féministes révolutionnaires, on défendait la nécessité, certes, d'un mouvement uni, mais aussi d'un mouvement qui s'impose par des revendications par la rue, par des manifestations, et l'Inter nous a dit plutôt vous voulez pas qu'on partage nos contacts de députés pour essayer de faire pression de l'intérieur? Nous aussi au Stras on a des contacts de députés, hein. Super. Vraiment, genre avant comment on les a chopés les contacts de députés, mais partageons tous le lit des députés, allons-y gaiement. Je pense que ça illustrait aussi un peu les différentes stratégies qu'on peut avoir dans le milieu LGBT, quoi. Oui, il faut rappeler qu'effectivement, l'inter-LGBT, en fait, la politique, c'est vraiment... le but premier, c'est l'intégration. En fait, c'est l'intégration à la société capitaliste en place, quoi. C'est que on ait les mêmes droits que les hétéros, le même droit à se faire exploiter au travail, le même droit à se faire exploiter par nos conjoints. Enfin, voilà, c'est ça le but, en fait, et c'est aussi comme ça qu'on diverge, parce que nous, on pense plutôt que le but, ce serait d'abolir la société et de faire mieux. Du coup, pour parler d'autres stratégies qui existent aussi, dimanche dernier, on l'a dit, il y a eu la Pride radicale qui s'est montée en fait en réponse justement au manque de revendication et d'accessibilité de la marche des fiertés, où il y a les chefs d'entreprise, la police, etc. Et du coup, en fait, on peut se poser la question, et elle a été posée, de pourquoi en fait choisir quand même avec une position plus radicale, pourquoi faire quand même un cortège au sein de la marche des fiertés de l'inter-LGBT officielle, etc., etc. Donc c'est quoi un peu l'argument à donner pour quand même défendre notre présence en fait dans la marche des fiertés? Justement pour pas l'abandonner aux réformistes. Et pour que, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fameux débat réforme ou révolution. En fait, aujourd'hui, si on n'y va pas, ça fait une marche qui est réformiste. Voilà. Nous, on est contre. Nous, on veut on veut pouvoir proposer un espace révolutionnaire de réflexion, pas seulement défiler, mais proposer un réel espace de réflexion sur, comme j'ai dit tout à l'heure, la société qu'on veut construire et en gros, ce qu'on pense, nous, c'est que la Pride organisée par l'Inter de Paris, c'est une Pride qui réunit quand même un cadre de masse, et notamment un cadre non militant. Et donc, en fait, on pense que c'est important de pas abandonner cet espace à l'Inter et de l'investir, parce que ça permet de toucher tout un réseau non militant de gens qui ne sont pas encore radicalisés, parfois parce qu'ils sont très jeunes, parfois parce que juste ils n'ont pas eu accès pour X raisons. Et ils sont là parce qu'ils viennent de faire leur coming out. Et du coup, Et donc, en fait, si on n'y va pas, qu'est-ce qu'ils vont voir à cette marche? Que des réformistes. Nous, évidemment, c'est pas ça notre projet politique. Notre projet politique, c'est de pouvoir proposer à un cadre de masse cet espace-là de réflexion. Je pense sincèrement que la moitié du gouvernement, lorsque tu as dit ils sont pas encore radicalisés, genre j'ai une camarade, la moitié du gouvernement là en train de les 8 Xanax des espoirs. Qui s'est pas encore radicalisé? Quoi? On les a pas tous eu, putain! Vraiment là, merci, parce que tu es responsable, à mon avis, de la décimation vraiment de la moitié du gouvernement. Donc merci pour ça. Et puis ça, comme t'as dit, l'idée c'est on va pas leur laisser la place, en fait. Laisser la place à une vieille dame dans le métro, même si c'est désagréable au possible, à un fauteuil, c'est normal. Laisser une date aussi historique aux mains des réformistes, c'est juste absolument inacceptable. Laisser la place vraiment au libéralisme capitaliste le plus obscène, le plus indécent possible. Il n'est hors de question. Cette date, elle a une histoire, elle a une pertinence, elle a une force politique révolutionnaire et radicale. Oh mon Dieu, je crois que c'est l'autre partie du gouvernement qui va mourir ce soir. Qui est pertinente, effectivement, il est hors de question de leur laisser. Et puis, comme tu as dit très bien, il y en a plein des jeunes qui n'ont pas été encore radicalisés. Et en fait, c'est essentiel au niveau de leur représentation, qu'ils voient qu'il y a d'autres idées possibles que juste acheter la palette Pride Month de L'Oréal, quoi. Oui, voilà. Et puis en plus, c'est vrai que tu as parlé des autres marches. C'est vrai qu'en fait, aller à cette marche-là, c'est pas contradictoire avec le fait d'aller aux autres marches qu'il y a pu y avoir. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. En fait, c'est complémentaire. C'est encore plus d'occasion pour parader avec tes copains super bien habillés. Genre, on est personne pour gueuler là-dessus, quand même. Donc la Pride radicale, le pôle des luttes, des initiatives qui ne sont pas contradictoires mais au contraire complémentaires. Il y a une autre initiative dont on n'a pas encore parlé ce soir, qui a eu lieu un petit peu plus en amont
du mois des fiertés. À Paris, à Marseille et à Lyon, cette année, il y a eu des marches lesbiennes au mois d'avril pour la 2e année consécutive. Et autour de ces initiatives, il y a des collectifs qui se sont constitués. Par exemple, à Paris, c'est un collectif qui s'appelle Libération lesbienne. C'est un peu la même idée que la Pride radicale, hein. C'est des collectifs qui ont pour raison d'être principale l'organisation d'un événement annuel, certes sur des positions politiques intéressantes, hein, et dont nous, on est proches, voire partie prenante à bien des égards, mais qui restent des initiatives ponctuelles, isolées, même s'il y a une continuité d'une année à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette politique de faire une marche par an sur des positions qui sont très bien, mais de se limiter à une marche par an? C'est comme déjà un début, de façon générale, c'est un début, c'est un moment de représentativité. Puis surtout, on bosse tous ici dans des organisations où le travail est invisibilisé au point de vue de la société. Nous, le travail, on le fait, on le fourmille en permanence, mais niveau représentation, on est invisibilisé, quoi qu'il arrive. Ce qui est extrêmement dommageable et qui est honteux et dégueulasse. Ça, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, ça peut être quand même un début de faire une sortie une fois par an. C'est déjà un gros travail. Ne serait-ce que pour former le SO, bordel, c'est un délire, leur truc. Puis Libération lesbienne, nous, on a été invités à participer à leur marche. On fait une prise de parole qui s'est super bien passée. Et effectivement, je pense que ça fait partie, Libération lesbienne, d'une espèce de nouvelle émergence de militantisme, où en fait la question sur le voile, la question sur le travail du sexe, la question sur la transidentité ne se pose plus. Donc en fait, c'est les grandes questions. Est-ce qu'il vaut mieux un collectif qui effectivement va faire peut-être un travail quotidien et tout, de manière politique, mais il va continuer de rester extrêmement tatillon, extrêmement faible sur la question de la transidentité, la question du voile, la question du travail du sexe, ou un collectif qui est complètement convaincu sur ces questions-là et sur la légitimité, la pertinence de ces motifs politiques, et qui commence effectivement par faire une représentation annuelle. Personnellement, la Libération lesbienne, je trouve que c'est plutôt un collectif très chouette, qui font un excellent taf, moi je suis plutôt fan. Bon, t'as dit beaucoup, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, je pense qu'effectivement, c'est très bien qu'il y ait ce genre d'initiative, déjà parce que ça permet aux gens de se politiser sur d'autres occasions. Et puis, on va pas se mentir, plus on prendra la rue, plus on obtiendra de droits, quelle que soit la forme que ça prend, que ce soit des marches de fierté, la Pride des banlieues, les marches lesbiennes, etc. Nous, on est effectivement le NPA, partie prenante des marches lesbiennes qui ont eu lieu ces 2 dernières années. Et puis, si ça permet aux gens de militer, c'est très bien. Effectivement, c'est mieux quand ça perdure dans la durée. Mais pour nous, c'est le même constat qu'on tire, quoi. C'est qu'en fait, plus on fait perdurer les cadres, mieux ça fonctionne. Et donc nous, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire. Et j'espère qu'elle aussi. Oui. Donc finalement, la difficulté qui est plutôt posée à notre mouvement, c'est juste de réussir à se coordonner sur la durée. C'est un petit peu ce que tout le monde essaye de faire, mais ce que peu arrive à réaliser. Ouais, juste, c'est vrai que c'est une question en fait qui se pose, qui est la question des dates événements. Par exemple, dans les milieux syndicaux, c'est vraiment aussi ce truc de maintenant, on a beaucoup l'habitude en fait de. Enfin, c'est pas que le militantisme se réduit à ça, mais en tout cas dans les médias et pour le grand public, c'est un peu ça. Il y a des dates événements, il y a des marches, il y a une journée de grève, une marche, etc. Mais c'est vraiment l'enjeu en fait pour tout un tas pour tout mouvement social en fait de faire perdurer, de continuer la lutte et d'être visible aussi en dehors effectivement de ces événements ponctuels. Et avant de faire la pause, on va faire une dernière petite question sur la libération lesbienne et puis la Pride radicale. Quand on lit en fait les textes, les appels, les revendications pour la marche lesbienne ou pour la Pride radicale, on se rend compte qu'il y a une volonté vraiment intéressante de prendre en compte toutes les oppressions, contre le racisme, contre la transphobie, on l'a dit, pour les droits des personnes handicapées, c'est aussi quelque chose d'assez central, ou pour les droits des travailleuses et des travailleurs du sexe. Tout ça, ça semble très complet. Et pourtant, il y a toujours un peu une grande absente dans la liste. C'est la question de la classe. Donc ma question, c'est est-ce que le milieu militant LGBT a abandonné la question de la classe ? Est-ce qu'il a abandonné ? Je suis pas certaine. Je pense que plutôt il y a eu peut-être un problème de communication, mais j'ai l'impression en tout cas au-delà encore une fois du STRAS, mais de nombreux collectifs queer, LGBT que je connais, il y a une volonté qui est là, il y a une volonté qui est réelle. Je veux dire, on n'est pas tous des bourgeois de Neuilly en fait de base. Donc il y a déjà une origine sociale qui est réelle, qui est partie prenante de la lutte LGBT. Et je pense que la volonté est présente, la volonté est réelle. Est-ce que c'est des problèmes d'agenda ? Est-ce que
des problèmes d'incompréhension, c'est des problèmes de priorité, parce qu'on le sait, il y a beaucoup, par exemple, de collectifs. Nous sommes parler de lutte ouvrière qui est spécialisée justement dans ces questions de classe, ne veulent pas entendre parler des questions de genre. De voir ça aussi. C'est-à-dire que chacun défend sa chapelle, ce qui est triste, ce qui est dommageable, mais pour nos santé mentale n'est pas tellement étrange, vu que déjà c'est déjà très compliqué de gérer un pôle de lutte, si on doit gérer tout, c'est quand même très compliqué. Effectivement, de la part de beaucoup de collectifs qui sont spécialisés dans les questions ouvrières, les questions du genre, les questions de féminisme, les questions de travail plus invisibilisées et tout, ne rentrent pas dans leur cahier des charges, en fait. Souvent, il y a une lecture très marxiste, en fait, de la chose, et de l'intersectionnalité, justement, le fait de mélanger toutes ces questions queer, de genre, féminisme, d'origine, de race et de classe sociale ne sont pas pris en compte par beaucoup de collectifs spécialisés dans les questions ouvrières. Du coup, les questions sont les deux sens. C'est plutôt pas tellement est-ce que les milieux, les collectifs LGBT ont abandonné la classe ouvrière, c'est dans quelle mesure aussi la classe ouvrière est prête, certains collectifs en tout cas, à s'engager pour ces questions-là. Bon, moi, j'avoue que c'est peut-être là qu'on aura un léger désaccord. Enfin, nous, le NPA, on est un parti politique, on est un parti qui est marxiste, communiste, révolutionnaire. On a une commission. J'ai parlé de lutte ouvrière et pas du NPA. J'ai pas osé, vraiment, j'ai pas osé. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, j'ai l'impression que oui, c'est une question qui est oubliée. Et voilà, en fait, donc nous, à titre d'exemple, en tant que parti politique, on nous a refusé d'avoir un cortège à la Pride radicale et à la Pride des banlieues. À Lyon, ils ont également refusé les partis politiques, mais aussi les syndicats. En fait, moi, je pense que c'est grave. C'est un problème, effectivement, que... Alors, effectivement, on peut questionner la façon dont les partis marxistes ont intégré les questions LGBTI. En attendant, c'est quand même des partis et des organisations, des syndicats qui sont quand même remplis de LGBTI. Et là, en l'occurrence, on n'a pas... on allait venir, on allait faire un cortège, on avait même préparé notre cortège et on nous a refusé cet accès-là, alors même que toute l'année, on essaie quand même de construire sur ces questions-là. Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement un oubli et c'est un problème parce que pour nous, la question de la classe, elle est centrale, et elle se pose aussi via la question du travail qui est souvent oubliée. C'est quoi le travail, le chômage, de quelle façon en fait nous les LGBTI on est plus touchés par toutes les réformes autour du travail, par comment ça peut mal se passer au travail. Il y a aussi la question de la famille qui est quand même une institution qui permet en partie au capitalisme de bien fonctionner. Et c'est des questions qui sont essentielles de se poser la question de la classe parce qu'en fait, ça nous permet de ne pas tomber dans le piège des néolibéraux et de bien comprendre comment ça s'imbrique et comment fonctionne le pinkwashing. Et en fait, en quoi ça nous nuit et en quoi il faut pas justement se laisser piéger par le fait que y ait des députés PD, des députés Gwyn, des bourgeois PD Gwyn, parce qu'en fait, ce sont pas nos alliés quoi, et leurs combats, ce sont pas les nôtres et ce seront jamais les nôtres. En tout cas, là où je pense quand même on est tous les deux d'accord, c'est qu'effectivement, genre nous, la classe ouvrière, avec ces questions effectivement de classe et tout, c'est une réelle préoccupation en fait. Et que ce soit en tant que LGBT, en tant que queer, ou toi effectivement en tant que travailleur du sexe, parce que tu l'as dit tout à l'heure, genre à l'instant, et c'est quoi le travail, quel est le rapport au travail en tant que travailleur du sexe. Effectivement, notre travail est contesté, on n'est pas reconnu comme un travail, sauf lorsqu'on le gouvernement estime qu'on déclare pas assez nos impôts. Là, on peut être poursuivi pour dissimulation du travail et tout. On s'interroge sur la question du rapport au travail. Qu'est-ce que le travail? Mais je pense que là, le moment où on est d'accord, c'est que c'est des préoccupations qui tiennent extrêmement à cœur. Oui, et notamment autour de la précarité. Je pense que là où moi j'ai l'impression que c'est quand même important de faire un lien, c'est les LGBTI, on est particulièrement précarisés. Où est-ce qu'on est? On est dans la société. La société de façon générale est précarisée. Et en fait, ça reste quand même important de faire un lien avec la classe ouvrière qui lutte contre l'austérité et la précarisation de la société et d'arriver à faire des ponts entre les luttes LGBTI et les luttes de la classe ouvrière, quand bien même elle ne prendrait pas de prime abord en compte les questions LGBTI, parce qu'en fait, si on arrive et qu'on s'impose, elle sera forcée de constater qu'on est là et qu'on va l'apprendre. Et donc c'est là que le lien il est important d'être fait. En fait, oui, voilà, il faut rappeler aussi que les initiatives comme le pôle des luttes et comme la coordination féministe qu'on a citée tout à l'heure, c'est aussi ça en fait, c'est de raccrocher le mouvement LGBT et le mouvement féministe au reste du mouvement social, parce que de toute façon le rapport de force il pourra pas se faire les uns sans les autres, donc c'est se rapprocher des mouvements ouvriers, se rapprocher des syndicats et c'est arriver à construire ensemble et à se reformer sur toutes ces questions. Du coup, avant la prochaine pause, on va faire une petite citation. Alors, est-ce que Tiffany, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un truc, ça m'a fait penser de ce que tu as dit. En fait, on peut aussi voir un peu la chose statistiquement. Où est-ce qu'il y a le plus de LGBTI entre un collectif parisien et un syndicat?
Alors, au dans le Stras, syndicat. personnellement, c'est-à-dire que... Oui, mais par exemple, dans un syndicat qui est, par exemple, un syndicat de masse, j'imagine comme voilà la CGT, Solidaire, etc., qui sont des syndicats qui regroupent tout un tas de types de travailleurs. En fait, il y a plus de LGBTI que dans n'importe quel collectif parisien. Voilà. En termes de statistiques, oui, je pense. Je suis à la CGT. Donc on va se faire une petite citation donc du phare qu'on a cité tout à l'heure, le Fonds homosexuel d'action révolutionnaire. Donc sur l'importance justement, sur cette importance de faire le lien avec le reste du mouvement social. Donc, les homosexuels révolutionnaires, eux, savent que l'homosexualité n'a pas son origine dans les structures socio-économiques du capitalisme bourgeois et que par conséquent, elle ne disparaîtra pas avec lui. Ils savent qu'elle n'est pas davantage une aliénation due au caprice de la nature et que du reste, ce n'est pas la nature, mais la société imposant une idée de nature qui détermine l'objet du désir sexuel. Si les homosexuels se bornent à revendiquer leur liberté, cette demande seule ne sera pas révolutionnaire et on peut imaginer qu'elle rentrera un jour dans le champ de la récupération par la bourgeoisie et le réformisme. Ce serait aussi absurde que de vouloir aller vivre dans une île homosexuelle libre en abandonnant le combat contre l'exploitation économique et l'illégitimité des structures bourgeoises. Aussi, les homosexuels révolutionnaires sont-ils prêts à un effort autrement important, dressé, avec le concours de tous les autres révolutionnaires, un projet crédible de monde nouveau. Donc voilà, dans le PD La Révolution, en 71, disait le phare, donc ils étaient visionnaires. Et donc on va faire une pause là-dessus avec une deuxième chanson donc de Dope St. Jude, Go High, Go Low. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi. C'était Dope St. Jude avec Go High Go Low et vous êtes avec les féministes révolutionnaires Paris avec Tiffen du NP-LGBTI et Billy du Stras. Et on va donc relancer sur donc on parlait en fait des liens on lance une question. On parlait des liens à faire avec le reste du mouvement social et en fait à l'heure actuelle on a peu de liens et on sait que c'est dû à une certaine méfiance en fait entre les mouvements LGBTI et les organisations politiques et syndicales. Donc quelle analyse on peut faire de ça en fait, d'où ça vient ces méfiances et ces problèmes de communication, dira-t-on? En fait, de tout temps, c'est compliqué. Déjà, de base, c'est compliqué lorsqu'on est des minorités oppressées socialement de faire confiance à des instances qui sont subventionnées ou encouragées d'un point de vue gouvernemental. De base, c'est très compliqué, en fait, d'avoir ces confiances-là et tout, parce que la minorité, les luttes, tout ça. C'est sûr qu'il y a une espèce de vision, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, justement, par rapport à la PMA et tout. C'est vrai que ce sont des luttes pour lesquelles des minorités, en fait, meurent clairement, parce que, au travers de la lutte, au travers de l'épuisement, au travers des conditions sociales précaires énormes et tout. Ce sont des droits, des luttes qui sont invisibilisées tout le reste du temps, sauf de temps en temps lorsque Ryan Murphy sort une série très stylée par ailleurs, mais à moins que Ryan Murphy sorte des séries sur nous et tout, c'est invisibilisé. Du coup, de base, en fait, c'est très très compliqué. À partir du moment où finalement, au bout de 20 ans, 30 ans de lutte, certains collectifs arrivent à avoir une espèce de soutien étatique et tout, de faire confiance à ces collectifs, vont dans quelle mesure se passe dans quelle mesure ils vont pas essayer de mettre plein d'eau dans leur vin pour faire des compromis par rapport au gouvernement et nous-mêmes et invisibiliser des luttes préoccupante et nécessaire et urgente. De base, il y a tout un passif historique et politique, en fait, qui a une méfiance de base. Comment avoir confiance dans des institutions qui sont en lien direct avec des gouvernements qui continuent de voter des lois qui sont transphobes, qui sont excluantes pour les personnes trans pour la PMA, qui sont lesbophobes ou qui sont putophobes. C'est compliqué, en fait, juste d'accepter, déjà, non seulement de faire confiance, mais de discuter avec elles. Il y a tout ce passif historique qui complexifie finalement la situation, entre autres. Oui, et je pense que, comme tu l'as dit, quand on est opprimé, ou là on parle en particulier des TDS et des PD, des GUI, des LGBTI, on est tenté en fait, comme toute personne opprimée, ce qui nous révolte, c'est nos conditions de vie. Et quand on veut lutter, souvent on veut lutter contre ce qu'on vit, et donc on est tenté de croire que c'est pas dans des partis politiques ou des syndicats qu'on va trouver la réponse.
Et c'est légitime en fait, parce que déjà, c'est vrai que les syndicats et les partis politiques n'ont pas toujours été clean et hyper en avance sur ces questions-là. Après, il ne faut pas non plus croire que, en fait, quand on entre dans un parti politique, alors c'est vrai pour la plupart des partis politiques sûrement, mais que, en fait, il ne faut pas croire qu'on arrive et qu'il y a une ligne qu'on doit suivre. En fait, les partis politiques, en tout cas d'extrême gauche, et puis les syndicats, c'est quand même des organisations qui ne sont pas des institutions et qui vivent en temps réel grâce à leurs militantes et leurs militants. Donc en fait, le fait d'être LGBTI ou TDS ou d'apporter en fait un regard sur une oppression qu'on vit dans ces organisations-là, ça fait vivre les questions de nos oppressions dans les organisations. Et c'est ça qui va les alimenter. Donc, je pense que voilà, la méfiance, elle est légitime, mais il faut vraiment pas oublier que, en fait, il y a de l'espace dans ces organisations-là, et c'est par ailleurs, nous, par exemple, le NPA, c'est aussi pour ça qu'on a une commission LGBTI, c'est pour bien montrer qu'il y a un espace dans lequel ces questions-là, elles sont prises en compte et qu'on puisse élaborer ensemble. Par ailleurs, c'est un espace qui est mixte. On l'a choisi comme ça parce qu'on pense que la question des oppressions, quelle qu'elle soit, elle ne doit pas être réfléchie que par les personnes concernées, mais qu'elles doivent être pensées par l'ensemble de la société. Et comme on construit des organisations qui sont faites sur l'image de ce qu'on veut construire, ce sont des organisations avec des commissions mixtes. Et justement, on pense que c'est très bien parce que ça permet de réunir aussi tout un tas de personnes sur les oppressions qu'on vit et de faire vivre tout ce qu'on va développer en fait au parti sur ces questions-là. Et puis, enfin, même s'il y a une méfiance, faut pas non plus, encore une fois, oublier que le rapport de force, il est construit par les syndicats, par les partis politiques. En fait, un exemple tout con, la sécurité sociale, qui c'est qui l'a gagné? C'est les syndicats. Donc, en fait, si aujourd'hui on veut gagner des droits, c'est par là qu'on les gagnera, c'est par la grève, c'est en s'organisant dans des organisations de masse. Voilà. Ça me fait penser un peu en fait à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à le fait de pourquoi on va à la Pride, à la marche des fiertés, pour prendre la place. Et en fait, c'est un peu la même chose parce que pour prendre la place, sinon on la laisse à ceux avec qui on n'est pas d'accord. Dans les organisations comme ça, c'est pareil en fait. Par exemple, si on pense à la CGT, qui a pas la meilleure réputation sur plein de sujets, en fait, effectivement, c'est en y allant qu'on peut faire émerger la question féministe, c'est en y allant qu'on peut faire émerger la question LGBTI, c'est en y allant même que en portant les revendications d'autres minorités qu'on fera peut-être émerger aussi la question des TDS en fait au sein de la CGT un jour ou l'autre. En fait, si on à force d'occuper la place, si on arrive à convaincre, si on arrive à rallier à nos idées, en fait, de toute façon, en fait, on finira par être majoritaire dans ces organisations-là aussi. Et en fait, c'est des forces d'organisations qui sont déjà présentes, qui ont déjà des moyens, qui ont déjà un réseau, et sur lequel en fait il faut s'appuyer vraiment. Il faut qu'on en profite quoi. Et on a aussi à leur apporter de toute façon. Oui, et puis il faut les investir aussi parce que dans toutes ces organisations, il y a aussi des personnes qui vivent les mêmes oppressions que nous. Et qui sont pas, qu'il faut aller justement convaincre de faire le même travail que nous. Et ça permettra aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de rejoindre avec les questions sociales et de pouvoir et de pouvoir aussi lutter nous en tant que moi je parle particulièrement des LGBTI, mais contre la réforme du chômage, la réforme des retraites qui va nous précariser comme le reste de la société, mais encore plus que d'autres franges de la population. Et ça c'est important qu'on se batte ensemble et par ailleurs avec les mêmes autres personnes qui sont précarisées, qui sont pas forcément LGBTI quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça, j'entends ce que vous dites et je suis complètement d'accord avec vous, vraiment sur le concept, sur l'idée de massifier et tout ça et tout, et de l'unitaire, de justement prendre la place, on l'occuper et tout. Après, ce qui est vrai, c'est que nous, en tant que travailleurs du sexe LGBTI, et du coup, qui avons rejoint quand même le pôle des luttes, la coordination féministe et tout, vraiment, on est bourré de motivation, on est très très chaud, hein. Mais on va vous regarder faire, mais c'est vrai que c'est quand même tellement des décennies qu'on nous prévient en disant, ouais, vraiment, on va occuper l'espace, on va faire ce taf, justement, de convaincre, de pousser les gens à se dire, et factuellement, ce n'est pas encore arrivé en fait. Donc nous vraiment on ne rêve que de ça, on est hyper chaud en plus, genre tout le monde est hyper sympa au ces tables, genre après je vais me saouler gentiment au vin blanc pour ça, toutes les discussions trop sympas qu'on a eues, mais clairement jusque-là factuellement en ce qui concerne les travailleurs du sexe LGBTI, ce n'est pas arrivé actuellement en France. Donc je veux bien massifier, je veux bien vraiment observer ce qui va se passer et tout, mais disons que ça commence à devenir éprouvant au bout de des décennies, lorsque on nous dit que le taf va être fait en interne, que vraiment l'idée c'est de massifier et tout, que tout le travail de persuasion politique va être fait, qu'en fait finalement c'est au mieux oublié, au pire complètement délibérément ignoré quoi.
Et oui, donc la nécessité de créer des liens, la conviction que c'est vraiment important, mais en même temps un peu de découragement face à certains blocages dans les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier. C'est la politique des petits pas, tout ça bouge, mais ça prend beaucoup de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par l'intervention constante et un peu infatigable de nos communautés qu'on va pouvoir y arriver. Donc sinon, à part ça, c'est quoi un petit peu les perspectives pour le pôle des luttes? C'est quoi les suites? Qu'est-ce qui se passe demain et qu'est-ce qui se passe au-delà? Eh bien déjà, c'est de continuer. Alors déjà, on va aller... Alors bon, premièrement, on va déjà se présenter demain pour un cortège revendicatif à la marche des fiertés, auquel évidemment tout le monde est le bienvenu. Il faut nous rejoindre. Sauf le faut pas déconner. Oui, alors évidemment, tout le monde qui se reconnaît a priori dans nos revendications. Et puis, ce qui est le plus important, plus que d'aller manifester, c'est de continuer les débats et continuer les discussions et de continuer d'investir et de faire le lien entre les questions sociales et les oppressions qu'on vit. Donc de pouvoir se réunir sur le long terme. Oui, c'est ça, c'est complètement de réunir et puis surtout de prendre les forces. Vraiment, genre, le STRAS peut apporter des choses que le NPA ne peut apporter. Le NPA peut apporter des choses comme Fier, comme Femme Rêve et tout. Donc vraiment de s'enrichir mutuellement et de pas oublier que là, on est en train de bâtir un mouvement, c'est très chouette et tout, mais que au-delà du mouvement, vraiment d'être des alliés à tout point en tant que camarades LGBTI sur les particularités sociales et précaires que nous vivons tous et tout au quotidien. Donc au-delà vraiment de l'émergence d'un mouvement politique qui est très fort, que vraiment il y a une espèce de communauté encore plus solidaire, encore plus forte, qui émerge justement toute cette réflexion politique à apporter. Oui, et d'ailleurs, justement, en fait, c'est en plus une proposition du STRAS. Nous, voilà, on se réunit déjà, on est déjà des organisations qui se réunissent, on s'est réunis ces dernières semaines assez régulièrement. Et c'est vrai il y a eu cette idée qui a été évoquée de faire potentiellement une assemblée générale à la rentrée, et où on soit pas qu'entre nous. Donc en fait, nous, ce qui nous semble important là, c'est que les organisations nous rejoignent et viennent faire cette assemblée avec nous pour qu'on puisse discuter ensemble de qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Là, on a vécu un quinquennat, franchement, de merde. Le prochain n'est pas terrible non plus. Voilà, vraiment, a priori ça va pas changer, donc il va falloir continuer de lutter. On peut aussi parler de l'extrême droite qui a quand même grandi massivement. Donc il va falloir discuter de qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre tout ça. Super, donc ça commence demain et puis ça continuera tant qu'il le faudra. On va devoir conclure cette émission. On vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, les féministes révolutionnaires, et surtout à nous rejoindre au sein du cortège du pôle des luttes à la marche des fiertés demain. Donc rendez-vous demain, samedi 25 juin, au métro Michel Bizot à 13h30. On défilera derrière le carré de tête de la marche des fiertés dans un cortège revendicatif avec à la fois des slogans, à la fois des paillettes et un petit peu de musique. Merci beaucoup à Tiffaine du NPA LGBTI. Merci beaucoup à Billy du STRAS. Merci beaucoup à Julia ainsi qu'à Ludo à la technique. On vous laisse avec une chanson intitulée « Sans nous, le monde s'arrête » qui est l'hymne de la coordination féministe. À bientôt sur Radio Fréquence Paris Pluriel et surtout, bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo. Merci. Au revoir. Et la chanson ne commence pas. On descend dans la rue, c'est la grève féministe. On piétine le système.